Imaginez une femme si puissante qu'elle aurait, selon la légende, bâti à elle seule une forteresse entière, en une seule nuit des pierres arrachées à la terre, des tours érigées vers le ciel, des remparts si solides qu'ils résistèrent à des siècles de guerre et d'assaut. Imaginez ensuite que cette même femme, fondatrice d'une des dynasties les plus illustres du Moyen Âge, cachait chaque samedi, loin des regards de son époux, un secret indicible. À partir de la taille, son corps se transformait en celui d'un serpent écailleux, glissant dans les eaux noires d'un bain interdit. Mélusine n'est pas simplement un mythe. Elle est une cicatrice dans la mémoire collective de la France, une figure dont le cri, dit-on, résonne encore dans les nuits de tempête au-dessus des ruines de Lusignan. Et si je vous disais que des familles royales, des maisons nobles, des rois de Chypre et de Jérusalem ont revendiqué des cendres de cette femme serpent, une créature de l'ombre, une bâtisseuse de civilisation, une mère, et une malédiction faite chair. Nous sommes au cœur du Moyen Âge, quelque part entre le Xe et le XIIe siècle, dans ce Poitou que le vent et la pluie n'épargnent jamais tout à fait. La France n'existe pas encore comme nation unifiée. C'est un patchwork de duchés, de comtés, de terres féodales, que se disputent seigneurs et rois, avec le même appétit que des loups autour d'une charogne. Le Poitou, lui, est un pays de bocage, de rivières lentes et de forêts denses, où les arbres centenaires semblent garder des secrets que même les prêtres n'osent pas confesser. Les châteaux qui commencent à pousser sur les collines ne sont pas encore les élégantes forteresses de pierre que l'on imagine. Ce sont des constructions massives, rugueuses, qui sentent la boue et le sang, érigées pour dominer autant pour protéger. La vie paysanne s'organise autour des saisons et de la peur, peur des épidémies, des famines, des armées qui pillent, mais aussi peur de cette forêt obscure qui commence quelques arpents au-delà du village et d'où émergent parfois des bruits que nulle créature naturelle ne devrait produire. C'est dans ce monde-là, à la frontière entre le réel et l'indicible, que naît la légende de Mélusine. Une époque où personne n'était vraiment surpris que la nature puisse prendre forme humaine et que les femmes, surtout, portent en elles quelque chose d'inquiétant, d'incontrôlable, de sauvage. Elle naît d'une faute et d'un amour impossible. Sa mère, Présine, est une fée des eaux, une de ces créatures qui peuplent les sources et les rivières du monde celtique, héritière d'un temps antérieur au Christ et à ses cathédrales. Son père, Élinas, est roi d'Albanie, l'Écosse de légende, ce pays du bout du monde où la brume et la réalité se confondent. Leur union est scellée par un pacte simple et terrible. Élinas ne devra jamais regarder Présine au moment où elle accouche, ni dans les instants qui suivent. Un interdit. Une limite posée entre deux mondes. Vous connaissez déjà la suite, parce que dans toutes les grandes histoires, les serments sont faits pour être brisés. Élinas, rongé par la curiosité ou par l'amour mal compris, pénètre dans la chambre au moment de la naissance des trois filles. Présine, trahie, s'enfuit avec ses enfants vers l'île d'Avalon, cette terre de fées hors du temps, hors du monde. Et c'est là, dans cet exil de brume et de douleur, qu'elle élève Mélusine, Méliore et Palestine, avec au cœur un aveu douloureux. Votre père nous a trahis. Mélusine, l'aînée, l'impétueuse, décide de venger sa mère. Elle capture Élinas et l'emprisonne dans une montagne. Mais Présine, loin d'être soulagée, est accablée. Elle maudit sa propre fille. Chaque samedi, Mélusine sera ce qu'au fond elle est déjà à moitié une créature des eaux, une femme serpent, mi-humaine, mi-chose ancienne et froide. La malédiction ne sera levée que si elle trouve un homme capable de l'aimer sans jamais chercher à la voir ce jour-là. Un amour aveugle, un amour impossible. La première grande histoire de Mélusine est celle de Lusignan, et elle ressemble à un rêve d'architecte hanté. Raymondin, jeune seigneur poitevin accablé de chagrin, après avoir tué accidentellement son oncle lors d'une chasse tragique, erre dans la forêt de Coulombiers quand il la voit au bord d'une fontaine, belle comme une vision, lumineuse dans l'obscurité des arbres. Elle lui propose un marché. Elle fera sa fortune, elle bâtira son lignage, elle lui donnera des fils, à condition qu'il ne cherche jamais à la voir le samedi. Raymondin, éperdu, accepte. Et alors commence quelque chose de proprement stupéfiant. En une nuit, selon certaines versions de la légende, Mélusine élève les fondations de Lusignan. Des pierres colossales, transportées on ne sait comment, taillées on ne sait par quelle main, assemblées avec une précision que les bâtisseurs humains mettraient des années à atteindre. La forteresse surgit de la terre, comme une pensée rendue solide, comme la volonté d'une créature qui n'obéit pas aux lois du temps humain.
Si cette histoire vous fascine autant que moi, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres légendes tout aussi incroyables vous attendent ici. Lusignan devient l'une des places fortes les plus redoutées du Poitou. Et Mélusine, sa bâtisseuse invisible, sa mère fondatrice que nul chroniqueur officiel n'ose tout à fait nier. Mais derrière cette gloire bâtie pierre par pierre, il y a une vérité que les historiens ont longtemps refusé d'examiner franchement. Mélusine n'est pas une. Elle est multiple, contradictoire, insaisissable comme l'eau qui la compose. Jean d'Arras, qui rédige la première grande version écrite de son histoire en 1393 à la demande du duc de Berry, présente une fée chrétianisée, repentante, presque domestiquée, une créature qui aspire à l'humanité et que la trahison de son époux condamne à l'éternité sauvage. Mais Coudrette, qui écrit sa propre version en vers quelques années plus tard, insiste sur une Mélusine plus sombre, dont la puissance déborde tout cadre moral. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ces deux textes fondateurs ne s'accordent même pas sur la forme de sa malédiction. Dans l'une, elle se transforme en serpente chaque samedi, dans l'autre, son visage de femme disparaît entièrement. Les historiens spécialisés dans les études médiévales ont montré, notamment Laurence Arf-Lankner dans ses travaux sur les fées au Moyen Âge, que Mélusine est en réalité la synthèse de plusieurs figures de femmes fées préexistantes dispersées dans tout le bassin atlantique, absorbées et refondues par la propagande dynastique des Lusignans pour légitimer leur pouvoir. Plus troublant encore, des variantes de la légende existent en Écosse, en Irlande, en Allemagne et jusqu'en Chypre, toutes liées aux Lusignans dont les ramifications royales s'étendaient à travers l'Europe médiévale. Mélusine n'est donc pas née dans le Poitou, elle y a été transplantée, cultivée, instrumentalisée. La légende n'est pas le fruit de la mémoire populaire. Elle est, au moins en partie, une fabrication politique délibérée, ce qui la rend paradoxalement encore plus fascinante. Car malgré cette origine calculée, quelque chose d'organique, d'irréductible, a fini par s'y loger. Les peuples du Poitou ne se sont pas contentés de répéter le récit des clercs. Ils l'ont habité, l'ont incarné dans des pratiques concrètes que les ethnologues du XIXe siècle ont encore retrouvées à l'état de traces vivantes. Près des fontaines que la tradition lui associait comme la fontaine de Lusignan ou celle de la Vouivre dans certaines régions limitrophes, on déposait des galettes de pain, des rubans, parfois de petits miroirs brisés, offrandes destinées à une entité féminine mi-protectrice, mi-redoutable. Les femmes enceintes invoquaient Mélusine pour assurer des naissances saines, lui attribuant une puissance sur la génération et l'enfantement que l'Église tolérait mal, mais ne parvint jamais à éradiquer complètement. Dans certains villages du Poitou et de la Saintonge, il existait une coutume rapportée par des collecteurs de traditions orales. Le soir de certaines fêtes calendaires, on laissait une fenêtre entr'ouverte pour que Mélusine puisse visiter les nouveau-nés. Non par superstition naïve, les gens savaient fort bien qu'il s'agissait d'un geste symbolique, mais parce que reconnaître la fée, c'était reconnaître quelque chose de plus vieux que le christianisme, quelque chose que la terre elle-même semblait revendiquer. Cette persistance explique pourquoi Mélusine est aujourd'hui partout, souvent sans que personne le sache. La sirène au double jet de café qui orne chaque gobelet Starbucks dans le monde entier est directement inspirée d'une gravure médiévale représentant une Mélusine héraldique. Cette femme poisson a deux queues que l'on retrouve dans les blasons européens depuis le XIIe siècle. Des millions de personnes tiennent chaque matin entre leurs mains le visage lointain d'une fée du Poitou sans en avoir la moindre idée. Dans l'univers du jeu vidéo, Mélusine apparaît dans des franchises aussi massives que Final Fantasy ou The Witcher sous diverses formes de créatures hybrides aquatiques, ses contours mythologiques recyclés et réinventés pour des millions de joueurs. Au cinéma, la figure de la femme serpente ou de l'épouse à secret traverse des œuvres aussi différentes que La Petite Sirène, Shape of Water de Guillermo del Toro ou certaines séquences de Maléficent. En architecture, le château de Lusignan lui-même, bien que disparu, a laissé un héritage documentaire exceptionnel. Il est l'un des édifices les plus représentés dans l'enluminure médiévale française, visible notamment dans les très riches heures du duc de Berry. Et dans la langue française, l'expression cri de Mélusine désigne encore dans certains dialectes régionaux un cri de femme perçant et surnaturel. Elle vit dans nos mots sans que nos bouches le sachent. Ce que Mélusine nous dit, au fond, traverse les siècles avec une clarté brutale. Nous avons toujours eu peur de ce que nous ne pouvons pas contrôler dans ceux que nous aimons.
Raymondine n'a pas perdu Mélusine parce qu'elle était un monstre. Il l'a perdue parce qu'il n'a pas pu supporter qu'elle soit autre chose que ce qu'il avait décidé qu'elle était. La légende est un miroir tendu à l'humanité, et ce qu'elle y reflète n'est pas une créature fantastique. C'est notre incapacité chronique à laisser exister le mystère de l'autre sans vouloir le posséder, le nommer, le domestiquer. Mélusine s'envole à chaque fois. Et à chaque fois, c'est nous qui l'avons chassée. Certaines vérités ne se construisent pas, elles se perdent.